Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Anouk Moyot, la réalisatrice du film Sélénia Sol, sorti cette année et présenté dans la catégorie Ville en mouvement. Anouk, bonjour. Salut. Dans ton film, on suit Gibran, un homme d'une trentaine d'années, originaire du Mexique, qui vit à Los Angeles, aux États-Unis. Il a obtenu sa green card. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte de résident permanent aux États-Unis pour les personnes qui n'ont pas la nationalité. Mais lui, il veut acheter un terrain dans son village natal au Mexique et il repense à tout ce qu'il a vécu à Los Angeles. Toi aussi, tu as vécu à Los Angeles pour une résidence artistique en 2016. Comment tu as rencontré Gibran? Alors, ouais, c'est une histoire assez cocasse parce que au début, j'ai rencontré Joël, qui n'est pas le personnage principal, mais qui est l'un des personnages secondaires. Et parce que j'ai fait du couchsurfing chez lui, parce que je cherchais un appart. Et voilà, lui, il m'a accueilli. Et je me suis vachement liée d'amitié avec lui. Et en fait, j'ai rencontré Gibran, le personnage principal, par son biais, quoi, parce qu'il m'a direct un peu intégrée dans les activités qu'il faisait. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est par ce groupe, quoi, finalement par lui, et par après le groupe qu'il y a dans le film avec Claudia aussi. Et voilà, ce petit groupe d'amis, quoi. Pourquoi tu as eu envie de raconter l'histoire de Gibran? Euh, à la base, c'était pas du tout le but du film. Enfin, en fait, c'est un peu un truc qui est arrivé, que ce soit un personnage principal, que Gibran soit le personnage principal, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement. Au départ, moi, j'avais vraiment envie de faire un portrait d'amitié, en fait, une espèce de chronique comme ça, d'un groupe d'amis qui avait grandi dans un quartier spécifique de Los Angeles, de communauté mexicaine, etc. Et en fait, le fait est qu'au fur et à mesure, donc je les ai rencontrés en 2016, le film, j'ai commencé à le penser, à l'écrire et à le tourner en 2020. Donc en fait, leur vie avait bougé, ils se posaient plus les mêmes questions et Gibran s'est imposé un peu comme le personnage principal parce qu'en fait, les questionnements qu'il traversait à cette époque de sa vie, en fait, même 5 ans après, quoi, euh, finalement troublaient tout l'équilibre du groupe, tout. Et finalement, le film que je voulais faire de chronique, d'amitié, machin, il était presque plus possible parce que ça venait bouleverser plein de choses entre eux et dans son rapport avec les États-Unis et tout. Et ça venait aussi, en un sens, déconstruire quelque part mon fantasme à moi du film et des États-Unis en général. Quelle a été la réaction de Gibran justement quand tu lui as expliqué que voilà, au lieu de faire un film collectif, tu faisais un film un peu plus porté sur lui, un peu plus individuel. Ça a été quoi sa réaction? Bah, ça, c'est toujours. Bah, au début, il m'a dit: «Mais pourquoi tu veux faire un film sur moi? Ma vie n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu vas faire?» Et, et bon, et c'est toute la complexité du documentaire de comprendre, en fait, dans ces moments-là, quand j'ai senti un peu son rejet, de comprendre si c'était un rejet: «Non, je veux pas être filmé, je veux pas qu'on fasse ça ensemble» ou «J'ai peur de me placer à cet endroit, j'ai peur, voilà, de processer tout ça ensemble» et voilà et c'était plutôt ça, en fait, dont il avait peur, quoi et finalement le film a finalement il a accepté le film et on a travaillé ensemble et je pense que ça a été un outil pour lui, de pour penser ses questions, quoi, aussi, pour penser ensemble les questions qui le traversaient, quoi. Justement, je trouve que le film il est assez troublant parce qu'il est un peu à la frontière entre documentaire et fiction. Tu disais que tu as commencé à le rencontrer et le fréquenter en 2016. Tu as écrit le film autour de 2020. Comment tu as écrit ce film? Comment tu l'as tourné? Est-ce que tu es resté longtemps avec Gibran? Est-ce que tu es rentré en France, reparti aux États-Unis? Comment ça s'est passé? Il y a eu plein d'étapes parce que je viens pas d'école de cinéma et du coup j'ai dû en fait ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû apprendre ma manière de faire, quoi. Euh, que ce soit à l'écriture des dossiers qui n'est pas la même chose que l'écriture du film et qui n'est pas la même chose que le tournage, qui n'est pas la même chose que comment tu te relationnes avec tes personnages, etc. Du coup c'est une question assez large, mais non, peut-être que je peux répondre juste sur l'aspect tournage, etc. Bah, je faisais des allers-retours. J'ai fait 3 tournages différents, dont un premier qui était une sorte de repérage où, en fait, j'ai plus passé du temps avec eux vraiment, sur du temps long, quoi. À chaque fois, j'y allais 1 mois et on tournait très peu. On tournait presque, je sais pas, un plan par jour peut-être, Ouais, c'était il y avait que moi à la caméra et quelqu'un, qui m'aidait au son.
Et donc voilà, on était libre de faire ça quand on voulait. Et surtout, Gibran y travaillait, donc il fallait faire ça après ses journées de travail ou le week-end. Euh, donc c'est finalement le film, je pense qu'il a la forme qu'il a aussi pour tous ces temps de vie, en fait. Il y a eu plus de temps de vie et de moments de partage non filmés, quoi, que de moments de tournage, quoi. Bah, justement, j'avais parfois la sensation dans le film qu'il y avait, je parlais d'un côté un peu fiction, parce qu'il y a des scènes où j'ai l'impression que, bah, par exemple, le moment où Gibran philosophe sur Diogène, ou le moment où ils sont au bord de la rivière avec un de ses amis, j'avais la sensation que c'était très écrit. Et je me demandais à quel point le film était écrit. Est-ce que vous avez fait après des répétitions, tu leur as demandé de rejouer des scènes à Gibran et son entourage? Ouais, il y avait un. Bah, de toute façon, la pellicule, c'est un médium qui te permet pas de tourner en continu et de choper après dans tes rushs ce qui t'intéresse, quoi. Donc dans ce sens-là, il y a de la mise en scène. Euh, et non, par exemple, la question, par exemple, ce dont tu parles de Diogène, c'était un truc dont il faisait que me parler à un moment du tournage. Et il avait ce bouquin sur Diogène, il était fasciné par Diogène. Et je me suis dit, bon, bah, on va le mettre dans le film. C'est trop. Enfin, c'est pas un truc que j'ai écrit moi, quoi. C'est un truc que j'ai mis en scène, mais qui venait complètement de lui. Et tout vient finalement, de trucs que je voyais dans la réalité et que moi, je remettais en scène, mais plutôt dans un geste de confronter ces conversations à des espèces de paysages mythiques américains. Ouais. Et un peu... ouais, l'idée, c'était tout le temps de jouer ce double truc de la mythologie liée au cinéma hollywoodien, etc., que moi, j'avais en tête, et intégrer ces personnages qui, normalement, sont en marge du cinéma, en marge des récits racontés, enfin, qui ne sont pas dans les récits hégémoniques parce que personnes issues de l'immigration... parce que même au sein de la ville, c'est des gens qui vivent à l'écart du centre. Enfin, dans le cas de Los Angeles, c'est compliqué parce que c'est une ville très disparate. Mais voilà, il y avait vraiment cette idée de confronter deux rapports, quoi, à la ville, quoi. Juste, je vais te reprendre sur la pellicule parce qu'on n'a pas précisé, mais tout ton film, du coup, est tourné en pellicule. Et justement, aussi, je trouve que ça se voit, ça se sent par ce côté très plastique, très travaillé. J'ai trouvé que tu parles aussi des lieux emblématiques de Los Angeles, de la ville. Je trouve que ça faisait un peu William Klein parfois, toutes les superpositions, les lumières flashy, les images très segmentées. Pourquoi tu as fait ce choix visuel-là? Euh, C'était pas trop un choix. Enfin, si, c'était un choix, mais c'est pareil, c'est la vie qui m'a amenée là par hasard. En fait, en 2020, je me suis inscrite à un laboratoire de développement argentique. Et ça a été mon école de cinéma, quoi. J'ai appris le cinéma avec, voilà, de façon collective, avec des gens qui avaient déjà une pratique de l'argentique. Et le fait est que je me suis retrouvée avec des moyens argentiques. Enfin, on avait des caméras collectives. Je connaissais tout le workflow en argentique, chose que je connaissais pas en numérique, par exemple. Et en fait, le film s'est fait comme ça parce que c'est ce que j'ai appris, quoi. Et ça a été mon premier lien avec le cinéma. Après, bien sûr que je peux pas cacher qu'il y a un espèce de... Moi, je viens des arts plastiques, donc il y a un rapport formel évident avec la pellicule. Enfin, oui, que ça permet de... Enfin, il y a un truc de la texture, de la matière, etc., de la couleur, beaucoup qui me plaît parce que c'est ce qu'on voit directement, beaucoup la pellicule. Enfin, il y a un rapport direct avec l'œil et ce qui est filmé, quoi. Ce qu'il n'y a pas dans les capteurs numériques, par exemple, parce que c'est... Moi, je suis toujours en train de me dire c'est des interprétations de couleurs faites par un ordinateur, machin. Et j'aime bien ce rapport direct avec la lumière, quoi, qui est de la pellicule. Mais j'aime beaucoup ce médium aussi pour les conditions, enfin l'écologie de travail qui permet à la fois très collectif parce que c'est un milieu, l'argentique, où en fait il faut s'entraider parce que sinon, enfin, c'est des savoirs qui se perdent, c'est des caméras, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut les acheter collectivement. Et je sais pas, et je trouve qu'après dans l'écriture, quand on filme en pellicule, il y a un rapport à la mise en scène, comme je racontais avant, qui est très intéressant à mon sens. Qu'est-ce que tu voulais raconter de Los Angeles à travers Céline Sol? Qu'est-ce que je voulais raconter de Los Angeles à travers Céline Sol? Bah, je pense que c'est un peu dans le titre. Céline Sol, c'est l'inverse de Los Angeles. C'est Los Angeles lu à l'envers. Et, euh, et j'aimais bien ce titre parce que bon, il a un truc un peu bizarre, mystérieux.
mais je trouvais que l'inversion de Los Angeles donnait à ressentir et à entendre les sonorités mexicaines, enfin espagnoles, hispaniques du nom, qu'on oublie en fait à force de dire Los Angeles, on dirait que c'est un nom presque américain, alors qu'en fait c'est Los Angeles, c'est les anges en espagnol, quoi. Ouais. Et voilà, je pense qu'il y avait un peu cette idée de retourner l'image de Los Angeles et de donner à voir ces récits qui ne sont pas donnés à voir et qui font finalement partie d'une grande majorité des gens à Los Angeles, parce que je crois que les populations d'origine, enfin en tout cas hispanique et d'origine d'Amérique latine, etc., je ne sais plus combien c'est le pourcentage, mais c'est énorme à Los Angeles. C'est peut-être 40% de la population qui vit ces histoires-là, quoi. Je te propose qu'on regarde tout de suite un extrait de Selenia Sol. And can you imagine how this all looked before there was any buildings or anything? Before anybody was in here? Beautiful. You can imagine. But it makes you wonder, like, who owns all this? And how did they become owners of this land to start selling it? Well, you're gonna rip off some Native Americans and then you own it. I heard they didn't even care. They were just trading it for wool and food and... Yeah, and like nobody owned anything back then. How did it get like this, though? That you can't even afford to buy a house, you know, for most people. You have your conspiracies, right? The banks, man. Buying up all the houses. And everybody keeps going with it, along with it. With the system. What can you do? More and more houses aren't even owned by families. I know, they didn't even let them used to do that. So, it's harder for us to fucking buy it and shit. At least for me, too, man. Yeah, I'm telling you, dude, my mom got lucky when she got her place, when she did. She, like, literally succeeded at the American dream. Dans Selenia Sol, il y a justement, tu disais, toute une réflexion que moi j'ai trouvée à la fois très terre à terre et très spirituelle autour des États-Unis. Enfin, c'est Gibran qui apporte ça parce que voilà, il parle par exemple voilà, des Amérindiens qui ont été chassés, des terres dépossédées. Il y a une réflexion évidemment sur l'immigration, l'avènement d'une société aussi ultra-libérale qu'il a en fait envie de quitter. Est-ce que tu considères ton film et le parcours de Gibran comme une critique de l'American Dream ? Oui, 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 bien sûr, c'est l'idée de donner à voir aussi toutes les couches de ce territoire, en fait, que le cinéma aussi américain a voulu effacer, a voulu lisser dans des histoires voilà, qui sont devenues hégémoniques. Et non, bien sûr, c'est raconter... C'était quoi la question de base ? Ah oui. Est-ce que c'est une critique pour toi de tout ce qui est American Dream ? Ouais, oui, mais parce que c'est oui, bien sûr. Enfin, je ne sais pas comment répondre plus que oui. On assiste à un moment donné à la cérémonie de remise de la green card pour Gibran et d'autres personnes qui ne sont pas nées aux États-Unis. Il y a cet aspect très grandiose, justement, comme tu dis, des États-Unis, aussi très cynique, je trouve, parce que voilà, ce qui est dit dans le discours, c'est quand même qu'on accepte les immigrés. Et en fait, bon, c'est aussi derrière que la société américaine est très raciste. Comment Gibran il a vécu cette cérémonie que tu filmes, qu'on voit dans le film? C'est pareil, c'est un rapport un peu paradoxal. Je pense que tout le film montre un peu aussi ce rapport paradoxal de Gibran, il est venu quand il avait 12 ans aux États-Unis, mené par le rêve de ses parents. Et en fait, quand on choisit par exemple de retourner au Mexique ou de rompre ce rêve, ça pose la question... de faire volte-face en fait à ce qu'a construit les parents, etc. Et du coup, je pense qu'en lui, il y a toujours cette question un peu de ah, c'est ça que voulaient mes parents, c'est ça qu'ils voulaient pour moi. Je suis en train de le faire et à la fois profondément, ce que je veux, c'est autre chose.
Et c'était compliqué pour lui d'assumer ce choix, parce qu'aussi tout le monde lui disait mais non, mais le Mexique, n'importe quoi, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et voilà, et c'était tout le film en fait accompagne un espèce de désensorcellement du rêve américain, comme si en fait toutes les images qu'on ingurgitait, que ce soit à notre place, que ce soit à ma place d'européenne avec mon fantasme sur les États-Unis, ou à sa place à lui de personne issue de l'immigration, c'est un peu le même process. On se fait ensorceler par une idée mythifiée de ce territoire, et c'est comment le déconstruire. Là, à travers l'image, il y a plein de plans et plein de scènes qui essayent de déconstruire ce mythe, à la fois par la parole et les discussions, mais à la fois par les images, quoi. Est-ce qu'il a finalement déménagé au Mexique, Gibran? Mais oui, à la fin du film, mais peut-être 2 mois après, il a déménagé. Est-ce qu'il a vu le film? Est-ce que ses proches ont vu le film? Parce que effectivement, tu disais ses proches ne voulaient pas forcément qu'il revienne au Mexique, et ses proches ne comprenaient pas trop pourquoi il ne profitait pas des avantages entre guillemets de sa green card. Oui, alors lui, il a vu le film, il l'a vu à plein d'étapes, parce qu'il a aussi fait toute la musique originale du film, enfin tous les moments où il y a du son, c'est lui qui les a fait. Du coup, il a participé un peu au processus de montage. Et oui, je crois que sa famille l'a vu, mais je suis pas sûre si sa famille des États-Unis l'a vu ou si c'est plutôt toute sa famille au Mexique. Enfin, je sais pas à quel point à qui il a montré. Après, ça lui est propre. Enfin, c'est lui qui décide, quoi. Quel rapport tu entretiens, toi, aux États-Unis? En tout cas, quel rapport tu entretenais avant avec les États-Unis, avant cette résidence? Et est-ce que c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, est-ce que c'est Los Angeles, c'est le fantasme du cinéma hollywoodien qui t'a attiré là-bas? Je me suis un peu retrouvée dans cette résidence par hasard. Enfin, tout a l'air par hasard, mais un peu, quoi. Enfin, la vie, quoi. Mais non, après, oui, j'étais bien sûr... j'ai baigné dans le cinéma hollywoodien. Mes parents, ils viennent pas du tout du cinéma ou quoi, et du coup, leur rapport au cinéma, c'était ce cinéma mainstream américain, etc. Mon père, il est très, très friand de ça, et je sais que c'est ma culture cinématographique à la base, elle vient de là. C'est que très tard, en fait, que j'ai regardé du cinéma d'auteur, d'autres types de cinéma que ce type de cinéma. Donc, je pense que oui, il y avait un truc de fascination pure et dure pour spécifiquement Los Angeles. C'est quoi tes prochains projets? Alors ça, c'est une question Piège. à laquelle j'ai du mal à répondre, parce que c'est hyper dur de faire un deuxième film et de savoir où on va, surtout dans des trucs documentaires, parce que là, je sais pas, ça a été une rencontre, ça a été une évidence. Et là, c'est la question de comment provoquer une rencontre, comment provoquer le désir d'un documentaire ou provoquer le désir d'un film. Et je pense que des fois, ça peut mettre beaucoup de temps aussi à arriver finalement. Merci. Je rappelle que ton film sera visible du coup dans la catégorie Ville en mouvement ce dimanche au FIFAM. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur le YouTube du festival. À la prochaine.